Bon- Bonjour, Bonjour Sarah. bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jessica, je suis en charge de la communication chez Holist. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et de vous proposer donc cette nouvelle thématique pour le dernier webinaire de l'année, donc sur la joie. Donc ce mois de décembre, c'est vrai que ça rime souvent avec la convivialité, avec le partage. On a besoin d'énergie et d'énergie positive pour aborder les fêtes. Et on a aussi envie de démarrer la prochaine année dans la joie et la bonne humeur. Et du coup, pour nous aider, on a Sarah qui est là aujourd'hui avec nous. Donc Sarah, toi, tu es spécialiste en psychologie positive Oui. et tu es aussi auteur. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ton sujet? Oui, avec plaisir. Donc, j'ai effectivement plusieurs casquettes. Je suis auteure, donc j'écris 2 livres, je les montrerai rapidement tout à l'heure, qui parlent de psychologie positive et qui parlent de la puissance de la joie et des émotions positives. Ça va être le sujet du jour, un sujet que j'adore. Et puis, j'interviens aussi beaucoup. Je suis aussi conférencière. J'interviens dans les entreprises à travers des conférences, des ateliers, des accompagnements spécifiques. Et j'adore pouvoir diffuser aussi tout ce savoir de la psychologie positive à travers des webinaires comme celui-là. Donc, je suis vraiment ravie de ce partenariat avec Holist. Super, un beau parcours, des belles thématiques. Donc aujourd'hui, du coup, tu vas nous expliquer que la joie, ça se cultive, ça s'entretient. Absolument. Qu'est-ce que tu vas nous partager? Je vais vous partager une méthode en 5 étapes pour apprendre à activer le pouvoir de la joie, le pouvoir des émotions positives. C'est vraiment quelque chose qui se travaille. Évidemment, parfois, on est joyeux naturellement, heureusement, mais ça peut se travailler, se cultiver vraiment intentionnellement et c'est ce qu'on va apprendre à faire ensemble pendant 1 heure aujourd'hui. Bon, super. Alors avant d'attaquer dans le vif du sujet, donc juste pour rappel, vous recevrez tous le replay par mail sous 24 heures à peu près. Dans cet email, vous aurez à la fois le replay avec la vidéo et le chat, et vous aurez également toute la présentation en PDF que l'on va vous diffuser aujourd'hui. On vous invite forcément à interagir dans le chat, à nous dire comment vous vous sentez. Si vous aussi, vous avez mis des astuces en place, n'hésitez pas à nous les partager. Moi, tout du long, je vais checker vos questions, répondre au fil de l'eau pour celles dont je pourrais répondre. Et puis sinon, les autres, je les transmettrai en direct à Sarah. Super, merci. Et bien, allez, hop, je démarre du coup la petite présentation et c'est parti. Alors, c'est parti. Donc, je me suis présentée. Voilà, donc je vous présente mes bébés, mes livres et mon jeu. C'est des livres qui vous veulent du bien, effectivement. Le premier s'appelle Sunday, Monday, Happy Days. Il propose 101 expériences de psychologie positive pour être heureux 7 jours sur 7, à la fois dans sa vie personnelle et professionnelle. Et le deuxième s'appelle I Feel Good. Il est sorti plus récemment et c'est vraiment l'architecture et la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui. Elle vient de ce livre, 5 étapes pour activer le pouvoir des émotions positives. Et ce livre a failli s'appeler l'antidote parce que vraiment, ces émotions positives, elles sont un extraordinaire antidote contre le stress, la fatigue, l'amorosité, la déprime, tout ce qui peut nous guetter, particulièrement cette période de l'année et plus globalement, malheureusement, en ce moment avec tout ce qui peut se passer. J'ai aussi créé un jeu qui s'appelle Crazy Happy Game, qui propose des défis inspirés de la psychologie positive pour cultiver le bonheur en famille ou entre amis. Voilà, ça c'était pour vous présenter les livres et le jeu. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et affronter, pas affronter, mais découvrir cette première étape pour activer le pouvoir des émotions positives. Et cette première étape, c'est tout simplement la découverte. Comprendre ce pouvoir, c'est assez important et comprendre ce que sont les émotions positives, c'est important pour bien démarrer. Ce qu'on va faire, c'est regarder simplement les émotions primaires. En psychologie, on parle de 6 émotions primaires que vous retrouvez ici. C'est des émotions qu'on retrouve à travers toutes les cultures et qui se retrouvent particulièrement à travers les expressions du visage. Ces émotions, ce sont la surprise, le dégoût, nous avons aussi la peur, la tristesse, la colère et la joie. Donc sur 6 émotions, nous avons une seule émotion positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire que naturellement, on a un peu plus de mal à ressentir de la joie que les autres émotions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions positives, elles ont un impact sur nous très différent
des émotions négatives. Et donc, on va en parler un petit peu avec un petit exercice. Tout simplement, je voulais vous faire réfléchir et partager dans le chat si vous voulez bien. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous êtes dans la joie, tout simplement, dans les émotions positives et dans la joie? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment ça se manifeste et quel est l'impact sur vous, sur les autres, sur vos relations, sur le travail? Alors, je vais peut-être te laisser, Jessica, me dire s'il y a des réponses dans le chat. Alors, en commentaire, on a de l'énergie, on a envie de conquérir le monde. Ouais. Une vibration agréable dans le ventre, ça pétille, ça apporte du tonus. C'est vrai. De l'excitation, on a le smile, Ouais. on a de l'entrain, de l'énergie, voilà. Ouais. Donc, vous ressentez qu'évidemment, il y a un impact très fort sur votre corps, sur votre humeur, votre énergie, vos relations. On est plus sympa aussi avec les autres, tout simplement, quand on est dans la joie. Il y a beaucoup d'études là-dessus, en particulier une étude très intéressante qui a été réalisée en 2005. Alors, ça date un petit peu, mais c'est quand même une étude, une des plus grosses études réalisées sur les émotions positives. Et c'est une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont étudié toutes les études existantes, ou en tout cas presque toutes les études existantes, plus de 225 études sur le sujet. Et voilà ce que ça a montré. Globalement, quand vous avez des émotions positives fréquentes, eh bien, vous avez tous ces bénéfices. Déjà, des bénéfices pour votre santé. On a moins de maladies parce qu'on est plus résistant, tout simplement, une meilleure immunité. Et on a aussi moins d'accidents, on a moins de stress, moins de burn-out. Donc, ça, c'est quand même très intéressant en termes de santé. Et même, en fait, on améliore notre espérance de vie. Ça, c'est quand même pas négligeable. Une étude en particulier qui a été réalisée sur des bonnes sœurs dans un couvent. Hein. C'est assez intéressant comme environnement parce que toutes les bonnes sœurs ont la même hygiène de vie, elles mangent la même chose, elles font la même chose à la même heure. Mais une des choses qui différencie ces bonnes sœurs, c'est la fréquence avec laquelle elles ressentent des émotions positives. Et donc, ce qui a été démontré dans cette étude, c'est que celles qui ressentent des émotions positives fréquentes vivent en moyenne 7 ans de plus. Donc, c'est quand même intéressant, 7 ans de plus. Le tabac, par exemple, ça réduit l'espérance de vie de 7 ans. Donc, vous voyez, c'est la compensation. Donc, si vous fumez, essayez d'être un fumeur heureux, joyeux. Et puis, c'est encore mieux de ne pas fumer, évidemment. Donc, c'est quand même très intéressant sur la santé. Des impacts aussi sur nos relations avec les autres. Parce que, voilà, on est plus sympa, tout simplement. On a des relations plus satisfaisantes. On communique mieux. Il y a plus de confiance. Il y a moins de conflits. L'autre impact, et les 3 autres cercles représentent cet impact-là, c'est l'impact sur notre travail qui va être très intéressant parce qu'on va être plus innovant, plus créatif, plus motivé, plus performant, etc., etc. Et évidemment, ce n'est pas mis ici, mais c'est assez évident, un impact sur notre bonheur global qui est énorme puisque c'est très corrélé évidemment avec nos émotions positives. Donc, ce qu'il faut surtout retenir ici, c'est le chiffre du milieu, c'est que pour être heureux et en bonne santé, on a besoin d'avoir au moins 3 fois plus d'émotions positives que d'émotions négatives au quotidien. Ce n'est pas toujours facile de se dire est-ce que je suis dans ce ratio ou pas, mais vous pouvez vous dire que si vous avez une contrariété dans votre journée, idéalement, il faudrait essayer de la compenser par 3 moments positifs. Donc, après une journée stressante, peut-être que vous allez essayer d'aller voir des amis et puis de prendre un verre avec des amis et puis ensuite de vous regarder une bonne comédie et de vous faire un petit moment sympa en amoureux, pourquoi pas. C'est d'aller chercher cette compensation des émotions négatives que l'on ressent tous et qui sont normales. Donc ça, c'est important de comprendre ces bienfaits-là et vraiment de comprendre que ce qu'on cherche, c'est la fréquence beaucoup plus que l'intensité. Souvent, on se dit oh, je voudrais ressentir une joie intense, je voudrais sentir… c'est pas ça qu'on cherche en fait. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à multiplier les micro-moments de joie. Donc, pensez-y vraiment, c'est pas cette intensité, c'est vraiment la fréquence qui est plus importante. J'aime bien aussi vous proposer une approche philosophique de la joie. Alors, j'aime beaucoup Frédéric Lenoir, qui est philosophe, qui a écrit beaucoup sur la joie. Il a écrit La puissance de la joie, notamment. Et juste pour vous dire cette phrase que j'aime beaucoup, tout organisme vivant fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. Et chaque fois qu'il grandit, il est dans la joie. Chaque fois qu'il diminue, il est dans la tristesse. Ce qui doit guider notre action, c'est la recherche de la joie, de ce qui nous fait grandir et augmente notre puissance vitale.
Et en philosophie et en psychologie, on voit souvent cette idée que la joie, c'est une boussole. Et j'adore cette idée. Quand vous êtes dans la joie, c'est que vous êtes à la bonne place. C'est que vous êtes aligné en général avec qui vous êtes. C'est que vous êtes en chemin vers vous-même. Donc, c'est vraiment une boussole extraordinaire et vous pouvez vraiment l'utiliser si vous êtes un petit peu en quête de votre chemin. Demandez-vous, qu'est-ce qui me met en joie? Quand est-ce que je suis dans la joie? Et je vais vous proposer un exercice pour aller plus loin sur ce thème. Mais en tout cas, gardez ça en tête, la joie est une boussole extraordinaire. La deuxième étape, une fois qu'on a compris ce pouvoir des émotions positives, alors peut-être qu'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on passe à la deuxième étape. Du coup, donc Sarah, tu nous dis que les émotions positives sont forcément bonnes pour notre santé et notre espérance de vie, du coup. Ouais, donc, à contrario, les émotions négatives sont, elles, mauvaises. C'est ce que ça signifie? Alors, pas vraiment. En fait, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui critiquent cette appellation d'émotion positive ou négative. Parce qu'en fait, une émotion, toutes les émotions en soi, finalement, sont positives. Elles sont toutes utiles et vitales. Heureusement que vous avez peur si vous traversez la rue et qu'une voiture arrive à toute vitesse. C'est ce qui va vous permettre, sûrement, ça va vous sauver la vie parce que vous allez accélérer à une vitesse que vous n'auriez jamais imaginée. Et ça va vous sauver. Donc, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, tout ça, ce sont des émotions qui sont vitales, qui sont utiles et importantes. Une émotion, c'est rien de plus qu'une information que nous envoie finalement notre corps, notre cerveau. Donc, c'est une information. C'est comme aussi un panneau stop. En général, ça nous dit attention, là, il y a peut-être un danger, il faut que je m'arrête, que je réfléchisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions négatives, elles ne sont pas mauvaises pour nous tant qu'elles ne sont pas soit trop intenses, où là, elles peuvent vraiment devenir négatives, enfin mauvaises pour nous, ou qu'elles s'installent dans la durée. Normalement, une émotion, ça dure quelques secondes à quelques minutes. On n'est pas surpris pendant 3 mois en général. Donc, si vous sentez qu'une émotion, voilà, la peur ou la colère, qu'elle dure, qu'elle s'installe, c'est là que ça devient problématique et qu'il faut mettre en place une stratégie pour l'identifier, la libérer. Et on en parlera un peu plus tard pour voir comment on peut faire ça. Mais ça, c'est vraiment important. Merci pour ta question. Pas d'autres questions? Non, pas pour le moment. Okay. Alors, on continue. Et on va faire un autodiagnostic. Je vous propose de faire cet exercice, peut-être pas là tout de suite immédiatement, mais là dans les prochains jours. Cet exercice est de détecter d'une part ce qui vous fait vibrer et d'autre part ce qui vous stresse. C'est un exercice hyper puissant que vous pouvez faire assez facilement. La première chose, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelles sont vos sources d'émotions positives au quotidien? Et là, je vous ai mis les 10 émotions positives fondamentales parce que derrière cette émotion primaire qui est la joie, on a en fait 10 émotions secondaires qui sont toutes des émotions positives que je vous ai notées ici. Vous avez la joie, la gratitude, la sérénité, l'intérêt, l'espoir, la fierté, l'amusement, l'inspiration, l'admiration et l'amour. L'amour, c'est pas forcément l'amour avec un grand A. Ça peut être simplement un sentiment d'être apprécié, de bienveillance, etc. Et donc, vous pouvez, moi, je vous invite vraiment à prendre chacune de ces émotions et à vous poser les questions quoi, qui, quand, où. Quelles sont les activités qui me mettent en joie ou qui me procurent de la sérénité? Quels sont peut-être les lieux, les environnements? Quelles sont les personnes qui me procurent ces émotions-là? Et ça va vous permettre de faire un diagnostic extraordinaire et de découvrir des choses sur vous. C'est vraiment, j'appelle ça l'interview positive. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire à deux, peut-être, je ne sais pas, avec votre conjoint ou un de vos enfants, s'ils sont assez grands, mais il n'y a pas besoin d'être forcément très grand pour ça. Et vous allez apprendre des choses sur vous. Moi, quand j'ai fait cet exercice, par exemple, j'ai réalisé que le contact avec les animaux me procurait beaucoup de joie. Et ce n'était pas forcément quelque chose que je faisais souvent. Donc, depuis, j'ai essayé de multiplier. J'aide un petit peu avec ma fille qui adore les animaux aussi. Ben, on propose notre aide à tous les propriétaires de chats et de chiens du quartier en attendant d'avoir le nôtre. Et du coup, on a beaucoup plus de contact avec les animaux et c'est assez extraordinaire. Vous allez découvrir en fait ce qui vous fait du bien et essayer de lui faire plus de place dans votre quotidien. Vous pouvez aussi vous amuser. Un autre exercice, c'est de faire la frise de votre vie et de remonter vraiment à votre enfance. Qu'est-ce qui vous mettait en joie quand vous étiez enfant? Et vous allez voir qu'en général, ce qui vous mettait en joie quand vous étiez enfant, ça vous met toujours en joie.
Si c'est, je sais pas, vous adoriez aller à la fête foraine, il y a toujours des fêtes foraines, vous pouvez encore y aller. Enfin, il y a plein de choses comme ça. La joie, c'est quand même souvent très connecté à l'enfance. Ça, c'est la première partie. Donc déjà, vous allez découvrir énormément sur vous et faire plus de place à ce qui vous fait du bien. L'autre partie, c'est important aussi, nos sources de stress. Déjà, les études montrent que simplement le fait de lister vos stresseurs, ça va vous déstresser. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que déjà, vous allez prendre un peu de recul et vous dire finalement, c'est peut-être pas si dramatique ou oui, bon, il y a ça et ça, vraiment, c'est gérable. Vous allez faire le tri. Donc déjà, notez les activités ou les tâches qui vous stressent, les personnes, les pensées, les sujets de discussion. Vous pouvez voir ce qui vous vient immédiatement, mais vous pouvez aussi, là, dans les prochains jours, noter dès que vous avez, hop, vous passez en état de stress. C'est un petit peu vos boutons d'alarme, vous savez, ce qui va vous faire passer de l'état calme à cet état agité, cet état de stress. Essayez d'identifier ces choses-là. Et quand vous avez identifié ça, il y a 2 questions à vous poser. La première question à vous poser, c'est est-ce que ce stresseur, est-ce que cette situation est modifiable ou non? Il y a plein de choses qu'on vit dans notre quotidien, de situations modifiables. Si votre imprimante est en panne une fois sur 2 et que vous arrachez les cheveux à chaque fois et que vous perdez du temps, ça a l'air de rien comme ça, mais ça, voilà, tous ces petits irritants du quotidien finissent par vraiment impacter notre bien-être et notre santé. Donc prenez un peu de temps et réglez cet irritant. Parfois, ça prend un peu de temps, d'argent, d'énergie, mais vraiment, vous ne le regretterez pas. Donc, qu'est-ce qui est modifiable? Et si c'est modifiable, modifiez cette situation. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ma réaction est normale ou disproportionnée? Voilà, parce que c'est toujours une question intéressante de se dire est-ce que mon voisin, ma meilleure amie ou un inconnu réagirait de la même façon que moi à cette situation? Et là, si la réponse est non, ma réaction semble disproportionnée, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. C'est qu'il y a eu un trauma récent, ancien, qui peut dater d'ailleurs, ça peut même être transgénérationnel, c'est transpersonnel, enfin, il y a plein de causes possibles, mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler. C'est un super cadeau finalement de savoir qu'il y a quelque chose à travailler. Donc, essayez de travailler là-dessus en vous faisant accompagner si nécessaire. Il n'y a pas de raison de rester avec une peur des oiseaux, une peur de parler en public, une peur des gens, enfin tout un tas de peurs qui peuvent nous gâcher la vie. Donc ça vous donne des clés pour aborder ces sources de stress et les gérer. Une autre façon de faire votre autodiagnostic, c'est de vous dire, est-ce que vous avez votre dose d'hormones du bonheur? Alors ça, c'est assez fascinant, les hormones du bonheur. C'est un sujet que j'ai beaucoup étudié et que j'adore. Les neurosciences, les hormones du bonheur et la façon dont on peut les influencer. Parce qu'on a une vision parfois un petit peu passive de tout ça, comme de la joie, des émotions, mais on peut aller chercher à sécréter des émotions et des hormones en particulier. Alors, je vous présente rapidement ces hormones. La première, c'est la dopamine. La dopamine, hormone du plaisir et de la motivation, c'est une hormone qui nous donne de l'énergie et qui nous dope. C'est vraiment, mais dans le bon sens du terme. Comment on peut faire? Je vous donne des petites astuces. Petite astuce pour avoir votre dose de dopamine. Essayez d'avoir au moins un objectif atteint par jour. Une petite victoire par jour. Alors parfois avec nos to-do list à rallonge, on se perd un petit peu. Donc donnez-vous le matin au moins un objectif, au maximum 3, mais vraiment un objectif qui vous tient à cœur. Et le soir, célébrez, je l'ai fait. C'est ce qu'on appelle un peu au lieu de la to-do list, c'est la did list ou la done list. Voilà, ça, je l'ai fait. Et je suis fière de moi. Et là, hop, vous allez sécréter un petit peu de dopamine. Et chaque fois que vous vous rapprochez un peu d'un objectif, vous allez sécréter de la dopamine. La nouveauté aussi va nous permettre de sécréter de la dopamine. Donc, il y a plein de façons de mettre de la nouveauté dans notre vie. Ça peut être, utiliser un nouveau trajet pour aller au travail. Ça peut être apprendre une nouvelle langue, découvrir des nouveaux aliments, des nouvelles recettes, un nouveau restaurant, enfin tout un tas de choses. Je vous invite à vous demander, c'était quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? Et ça, ces premières fois, elles nous donnent beaucoup d'énergie. Elles nous réveillent et c'est ce qui fait aussi qu'on se sent vivant. Donc, pensez à mettre de la nouveauté dans votre vie et peut-être vous dire, je vais faire une chose nouvelle chaque jour. Ensuite, on a l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, de l'attachement, de la confiance. C'est une hormone que vous allez sécréter, par exemple, en ayant des contacts physiques. Alors, ça peut être un automassage, déjà contact physique avec soi-même, ou même quand je prends un bain, le contact de l'eau chaude.
mais aussi, bien sûr, le contact avec les autres. Par exemple, si vous donnez la main de votre amoureux ou de votre amoureuse ou de votre enfant, eh bien, chacun va sécréter un petit peu d'ocytocine. C'est des petites doses, mais qui sont très bénéfiques. Les massages aussi, bien sûr. Mais il n'y a pas que le contact physique, heureusement, parce que parfois, on est un peu privé du contact physique. On a vécu un gros manque d'ocytocine générale au moment de la crise Covid. Il n'y a pas que ça. Dès que je fais un acte de gentillesse, dès que je communique de façon positive, je prends des nouvelles, je prends soin des autres, même à distance, je sécrète de l'ocytocine et l'autre personne aussi. Ensuite, on a la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de la détente, de la bonne humeur, du sommeil. La plupart des antidépresseurs agissent en augmentant le taux de sérotonine dans notre cerveau. Donc, c'est intéressant d'essayer aussi, pour un pays qui consomme énormément d'antidépresseurs, d'essayer d'apprendre à la sécréter naturellement. Pour sécréter de la sérotonine, et ça, c'est pas assez connu, on a besoin de se sentir utile et important. Et c'est un problème, beaucoup de gens, et c'est ce qui peut nous déprimer quand on ne se sent pas utile et important. Alors, une petite astuce, ça peut être d'exprimer sa fierté devant les autres, même pour des petites choses. C'est pas facile, mais le soir, par exemple, de se dire, tiens, dites à votre mari, à votre femme, à vos enfants, je suis fière de moi, là, aujourd'hui, j'ai fini un projet qui était super difficile, on a réussi à résoudre un problème, voilà, je suis fière de moi. Et rien qu'en disant ça en présence des autres, vous allez sécréter de la sérotonine. Il y a des activités spécifiques aussi que vous pouvez faire. On sait que le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque, mais aussi à chaque fois que vous prenez soin de vous, en fait, vous allez sécréter de la sérotonine. Parce que chaque fois que je prends soin de moi, je me montre que je suis quelqu'un d'important. Ça, c'était donc la sérotonine. Et puis la dernière, c'est l'endorphine ou les endorphines, hormones antidouleur et anti-stress. Et là, vous pouvez, ça c'est assez connu, on sait que l'activité physique va fonctionner sur les endorphines. Il faut faire quand même un certain temps, c'est plutôt à partir de 20 minutes que vous allez libérer des endorphines, donc il faut quand même un petit peu de temps. Et aussi les étirements, ça c'est moins connu, mais les étirements vont vous permettre de sécréter de l'endorphine. Ce qui est très important, c'est de mettre de la variété. Si vous faites toujours exactement le même enchaînement, au même endroit, avec la même musique, etc., petit à petit, ça va réduire. Donc, c'est dommage. Donc, essayez de varier les plaisirs, varier les entraînements, les mouvements, les lieux, les musiques, etc. Et puis, bien sûr, le rire qui est très puissant. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais quand on rit, quand on pleure aussi, c'est vrai, on sécrète des endorphines. Voilà pour les hormones du bonheur. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'être conscient de votre pouvoir sur ces hormones et d'apprendre à aller chercher peut-être l'hormone qui vous manque. Donc, du coup, ce n'est pas forcément une question d'équilibre entre ces différentes hormones. Si on sécrète, par exemple, que de l'ocytocine et moins de sérotonine, du coup, ça fonctionne quand même. En fait, non. En fait, c'est vraiment le cocktail global qui est important. C'est vrai qu'on est tous plus ou moins doués. C'est déjà super bien. Si vous êtes là en lisant peut-être cette page, vous allez vous dire « Ah, moi, je pense que l'ocytocine, je suis au top. J'ai plein de contacts. J'ai pas parlé des contacts avec les animaux, mais les animaux aussi nous apportent beaucoup d'ocytocine. » Peut-être vous allez vous dire « Moi, l'ocytocine, c'est super. Bon, la sérotonine, je suis pas au top, mais c'est pas grave, ça compense. » En fait, c'est quand même important d'avoir le bon cocktail. C'est d'avoir suffisamment de chacune de ces hormones. Sinon, ça crée, ça peut créer de la déprime. Même si vous avez plein d'ocytocine mais que vous manquez de sérotonine, vous allez vous sentir déprimé probablement, et peut-être que votre sommeil va être impacté parce que après la sérotonine permet de fabriquer la mélatonine, etc. Donc, je vous invite vraiment à vous dire, tiens, quand je vois ça, je me dis, à mon avis, je dois manquer d'endorphine ou sérotonine ou dopamine, j'en sais rien. Et qu'est-ce que je pourrais faire comme petite action pour avoir vraiment ma dose dans tous les domaines. Ok, bon, et on va avoir plein de choses à mettre en application après alors. Oui, je vous invite à vous noter peut-être, et pour pouvoir les partager à la fin, vous notez des petites actions, des petits pas que vous pourriez mettre en place après ce webinaire, parce que c'est très bien d'assister à un webinaire et de savoir plein de choses, évidemment, mais moi, je dis toujours que savoir n'est pas faire, et ce qui compte en psychologie positive, c'est pas ce que vous savez, même si vous avez un savoir encyclopédique, c'est vraiment ce que vous faites. Donc, s'il y a des petites idées là où vous vous dites, tiens,
Ça pourrait changer mon quotidien. C'est une petite action. Ayez en tête que souvent, les petites actions vont amener des grandes transformations. Donc, effectivement, commencez à vous noter des petites idées. On partagera ça à la fin du webinaire. Très bien, on va noter pour ne pas oublier alors. Voilà. Et donc, juste au début de cette deuxième partie, on avait une question de l'épicier qui nous dit: que faire lorsque la recherche de moments de joie n'est que vers les plaisirs de bouche, boire une bonne boisson, manger des choses sucrées. Ouais. Eh bien, alors, il faut essayer peut-être de trouver. Alors, c'est sûr que les plaisirs de bouche, ça fait partie des plaisirs de la vie. Hein. Donc, l'idée, c'est pas de nier ces plaisirs-là. Mais si c'est uniquement, si tous nos plaisirs résident dans ces activités-là, probablement, on est un petit peu accro au sucre ou à certains nombres. Voilà, ce qui arrive à beaucoup de gens. Hein. Mais ça peut se travailler. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver des alternatives, peut-être, d'explorer des choses. Bah, c'est justement l'étape suivante. C'est d'aller explorer des nouvelles choses pour trouver d'autres moyens de ressentir du plaisir qui ne sont pas forcément liés au plaisir de la bouche. Donc, ça rejoint vraiment cette étape-là, comment on expérimente des choses différentes. Donc, si vous voulez bien, puis on verra si ça ne répond pas totalement à la question à la fin, on pourra y revenir. Mais moi, je vous invite vraiment à aller dans l'expérimentation pour trouver des substituts, en fait. Hein. C'est un petit peu comme quand on fume. Quand on fume, il y a des atouts finalement. C'est qu'on fait des pauses, c'est qu'on est avec nos collègues. Donc, il faut trouver d'autres moyens de faire des pauses, de parler à nos collègues pour ne pas perdre ces bénéfices-là. Alors, moi, je vous propose d'expérimenter des rituels. Il y en a certains qu'on va expérimenter très rapidement en accéléré ensemble parce que finalement, on a besoin de vivre les choses parfois pour à la fois les ancrer, les mémoriser et puis avoir envie de les appliquer. On va commencer par la sérénité, des petits rituels autour de la sérénité. Alors, un premier, je vais vous proposer, on va le faire. Jessica aussi, si tu veux le faire aussi avec moi. Donc, je vous invite à vous mettre debout. Moi, je suis déjà debout. Et vous allez simplement serrer très fort vos poings. Donc, les bras le long du corps. On ne voit pas très bien, mais les bras sont le long du corps. Vous allez serrer vos poings. Vous allez inspirer en montant les épaules. Et ensuite, vous n'allez pas tout de suite expirer. Vous allez garder l'air. Et vous allez pomper. Imaginez que vraiment vous pompez toutes les tensions, tout le stress. Et quand vous avez envie d'expirer, vous soufflez très fort et vous relâchez. Voilà, tu peux souffler, voilà, et relâcher. On le refait une fois. J'inspire. Voilà, je pompe et je fais remonter tout le stress, toutes les tensions, toutes les inquiétudes, tout ce qui est mauvais, négatif pour moi. Et voilà. Normalement, vous pouvez le faire plusieurs fois. C'est un exemple de petit rituel. Moi, ce que j'ai appris vraiment avec la psychologie positive, c'est que le problème, c'est pas le stress. On a toujours tendance à se dire « Ah, le stress, le stress ». Le problème, c'est pas le stress. Notre problème, c'est le manque de récupération. C'est que notre organisme, il est fait pour avoir des moments de stress, puis des moments de récupération, puis à nouveau du stress, puis à nouveau de la récupération. Et là, ça s'équilibre et c'est OK. Nous, le problème, c'est qu'on reste dans un stress un peu permanent et qu'on oublie d'aller prendre ces petits moments qui sont essentiels et qui prennent quelques minutes. Vous pouvez, le pompage des épaules, sur moi, ça marche très bien. Dès qu'on sent qu'on est en train de monter en tension, on peut s'isoler, on peut même le faire aux toilettes si vraiment on peut pas, on doit un peu se cacher pour le faire. Et voilà, et on va pomper nos épaules et on relâche un petit peu les tensions au fil de l'eau. Parce que plus ça grandit, le stress et les tensions, et plus c'est difficile à gérer. On connaît tout ça. Donc, on essaye de vite de rester à l'écoute de notre corps et de vite revenir dans la sérénité. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est la relaxation de Jacobson, qui est un petit peu la mère de toutes les relaxations. Pour faire simple, le principe, c'est de contracter puis décontracter toutes les parties du corps. Donc là, on ne va pas le faire en entier, mais normalement, on fait vraiment chaque partie du corps. Mais juste, je vous invite à le faire une fois. On va contracter l'ensemble du corps. Donc, on inspire et on va contracter très fort tout notre corps. On fait une tête moche en général, voilà, on contracte très fort. Et quand on a envie, on relâche. Et moi, quand je fais ça, je ne sais pas vous, mais j'ai tout de suite un relâchement musculaire et aussi des tensions mentales, émotionnelles. C'est très rapide. Il faut savoir que notre corps et notre mental, nos émotions, tout ça, c'est très lié. Et parfois, une des façons les plus faciles de se détendre, c'est pas de se dire « Allez, détends-toi, allez, je dois me détendre ». C'est juste de détendre notre corps. Ça peut être aussi des étirements, mais des étirements très simples. Hein.
On s'étire juste, vous pouvez le faire en même temps que moi. En plus, on est tout le temps beaucoup trop assis. Donc voilà, on peut s'étirer comme ça. On s'étire juste à droite, à gauche. On étire un petit peu d'un côté, puis de l'autre. Et vous voyez, chaque fois qu'on étire un muscle, c'est le contraire de la contraction. On l'étire, on le détend en fait. Et si je détends mon corps, je détends mon mental. Donc, parfois, c'est un raccourci qu'on oublie, mais qui est très intéressant. La respiration, très puissant aussi, hein, évidemment. Respirer la joie, c'est le nom de ce webinaire. Mais il y a un lien très fort entre notre respiration et nos émotions. Et la respiration, c'est un des moyens extraordinaires de reprendre le contrôle sur nos émotions. Donc, pour vous donner 2 petits exercices très simples de respiration, il y en a un qui consiste pour vraiment vous détendre, il suffit d'inspirer, par exemple, sur 4 temps et d'expirer sur 8 temps. On va le faire juste, je vous propose de le faire 1 ou 2 fois juste pour le ressentir dans votre corps. J'inspire, 1, 2, 3, 4. J'expire par la bouche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si c'est trop pour vous, vous pouvez passer à 3, 6. Trouvez votre rythme. C'est un exercice, vous le faites quelques minutes et vous allez voir que votre niveau de tension va vraiment diminuer. Vous pouvez aussi faire la cohérence cardiaque qui consiste plutôt à faire j'inspire sur 5, j'expire sur 5. C'est assez basique finalement la respiration, mais c'est tellement puissant. Il y a tellement d'effets démontrés. Donc c'est vraiment important et c'est lié évidemment au sujet du bol d'air. Alors pour ceux qui ont un bol d'air ou qui sont intéressés, je vais vous partager, on va en parler un peu plus juste après. Mais c'est aussi très intéressant d'utiliser le bol d'air comme un rituel sérénité pendant lequel on se détend profondément. Moi, je vais vous partager après la façon dont je l'utilise, mais c'est vrai que ça peut être un petit moment de sérénité 1 ou plusieurs fois par jour. Alors ensuite, la joie. Comment on met plus de joie vraiment? Il y a la joie, grande émotion, mais il y a cette joie telle qu'on l'entend au quotidien. Je vous le disais, la joie, c'est se reconnecter à l'enfance. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Alexandre Jardin qui dit « On ne doit qu'à l'enfant qu'on a été ». J'aime beaucoup cette phrase. À nouveau, demandez-vous, c'est l'enfant que j'ai été, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il aimait? Et puis essayez de l'honorer, cet enfant, et de lui faire plaisir. Donc souvent, certainement qu'il aimait le jeu. Donc pourquoi pas mettre plus de jeux si vous avez des enfants, des petits-enfants. Enfin, vous pouvez essayer ou demander aux autres ou jouer avec les enfants des autres aussi. En tout cas, les enfants nous ramènent souvent dans ce jeu, dans cet instant présent. Le rire. Alors le rire, je voulais vous partager, si vous adorez, je ne sais pas si vous aimez le yoga du rire ou si vous connaissez. Moi, je suis assez fan de cette activité. Et il se trouve que la Fédération française de yoga du rire propose tous les jours à 13h, donc je vous ai mis une petite diapo parce que, si ça vous intéresse d'expérimenter, c'est pendant 15 minutes, c'est à 13h tous les jours et c'est un rendez-vous offert, c'est vraiment un cadeau. Donc vous avez le lien en bas, formation yoga du rire, enfin bref, vous avez le lien, de toute façon vous aurez la présentation. C'est tous les jours à 13h, le samedi à 10h et c'est vraiment sympa. En fait, on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas et on rigole ensemble. Et le rire, c'est assez extraordinaire parce que ça nous fait produire déjà tout un tas d'hormones du bonheur, notamment les endorphines, mais pas uniquement. Et puis en plus de ça, ça agit via notre respiration, ça relâche complètement le diaphragme. On fait du sport, 10 minutes de rire, c'est l'équivalent, je crois, de 30 minutes de jogging. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, rions plus, on rit pas assez vraiment. Ce qui nous met en joie, c'est aussi d'être dans notre zone de brillance. Je le disais tout à l'heure, quand on est aligné avec soi-même, on est au bon endroit. C'est aussi tout ce qui est les moments festifs, les moments de partage. Tu en parlais, Jessica, ces moments de fin d'année, par exemple. On est dans la fête, la joie de se retrouver. Donc la joie, vraiment, ça peut se travailler avec tous ces éléments-là. La gratitude, très intéressant la gratitude. Beaucoup, beaucoup de bienfaits sur notre bien-être physique, mental, émotionnel. Vous pouvez, par exemple, tenir un journal de gratitude. Ça, c'est très puissant si vous êtes un petit peu déprimé, un peu pessimiste. Vous allez changer la structure de votre cerveau. Donc, vous prenez juste un petit journal, un cahier, et tous les soirs, pendant quelques 5 minutes maximum, vous vous notez ce pourquoi vous vous sentez reconnaissant aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment très puissant. Je vous invite à essayer pendant peut-être 2 mois et voir ce que ça fait pour vous. Vous pouvez vous amuser à organiser aussi avec vos collègues ou en famille des bains de compliments. Voilà, on distribue des compliments à chacun. On peut
Il y a plein de façons de le faire, avec un papier ou juste on se les dit oralement. Vous pouvez vous dire que vous allez commencer chaque semaine par un message de remerciement, un happy mail, voilà. Et puis tout simplement dire merci de façon authentique dès que vous pouvez. Sur la confiance, les petits rituels que je vous propose, premier rituel, bah tiens, vous allez pouvoir le faire aussi en live, c'est d'adopter ce que j'appelle les power postures. Alors, les power, enfin, c'est pas moi qui appelle ça comme ça d'ailleurs, mais c'est par exemple, voilà, une posture, vous voyez, un peu Wonder Woman. Vous mettez le torse un petit peu bombé, vous mettez les mains sur les hanches. Allez, Jessica, Wonder Woman. C'est ça. Rien que ça aussi, d'ailleurs, la posture en V de victoire, ce sont des postures qui sont un peu magiques. Alors, il n'y a rien de magique là-dedans. Certainement, c'est via l'effet sur notre respiration, sur tout un tas de phénomènes. Mais quand vous prenez cette posture-là, attention, accrochez-vous, votre stress va diminuer de 25% en 2 minutes. 2 minutes, hein. Et votre confiance va augmenter de 20% en 2 minutes. Et ça se retrouve à travers le taux de testostérone et de cortisol dans votre salive. Donc, avant un entretien important, vous n'allez pas vous mettre comme ça pendant l'entretien, on est d'accord, mais avant un entretien important, prenez quelques instants pour vous mettre dans cette posture et vous allez ressentir vraiment des bienfaits importants. Voilà, si vous êtes en entreprise, ben, on peut essayer d'avoir aussi une minute positive en réunion. On va commencer par célébrer des victoires ou partager une bonne nouvelle. Globalement, toutes les célébrations sont très bonnes pour la confiance. Et puis, je voulais mettre l'accent pour terminer sur la bienveillance. La bienveillance, c'est quelque chose qui se travaille. Et quand on est bienveillant vraiment avec les autres, ça nous fait aussi beaucoup de bien à nous-mêmes. Donc, il y a des méditations de la bienveillance. Je ne vais pas pouvoir vous faire expérimenter aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur Internet. Il y en a beaucoup qui sont proposés. Et simplement des actes bienveillants. L'idée de la bienveillance, c'est de souhaiter authentiquement le bien-être des autres. Et donc finalement, les actes bienveillants, ça peut être aussi simple que écouter de façon radicale, que remercier, se réjouir vraiment sincèrement pour les autres, les féliciter, les complimenter, prendre des nouvelles. Voilà, tout ça, ce sont des petits actes de bienveillance qu'on peut mettre en place au quotidien. Donc, je vous avais parlé du rire en ligne. Ce qui est intéressant aussi, c'est globalement de cultiver les influences positives autour de vous. Peut-être quand vous regardez une série sur Netflix, ou voilà, essayez de bien choisir. Il y a beaucoup de séries qui sont dramatiques, qui sont très négatives et qui ne vous envoient pas finalement du bien-être. Quand vous regardez dans la glace, ça nous arrive un certain nombre de fois tous les jours, faites-vous un sourire, envoyez-vous quelque chose de positif, prenez une posture de pouvoir, profitez de ce moment pour booster vos émotions positives. Si vous pouvez aussi, entourez-vous de personnes positives. On ne peut pas toujours tout choisir, mais quand vous pouvez, essayez de le faire. Misez aussi sur le pouvoir de la musique. La musique, c'est très puissant en termes de contagion émotionnelle. Donc, choisissez, je vous ai mis à la fin en ressources ma playlist positive. Mais voilà, vous pouvez aussi vous créer la vôtre à partir vous pouvez vous inspirer de la mienne, mais surtout créer la vôtre et essayer vraiment d'avoir ces moments. Moi, tous les matins, j'ai ma playlist positive quasiment qui passe. Et puis avec mes enfants, ils adorent aussi. Le soir, on met plutôt du Tracy Chapman ou des musiques relaxantes. Et ça fait du bien à toute la famille. On nous dit même dans le chat, donc c'est Comte, qui nous dit que sur son miroir, elle a écrit « I love you ». Magnifique. Voilà. Et alors, donc, pour parler du bol d'air Jacquier, donc, certains d'entre vous, peut-être la plupart, connaissent le bol d'air Jacquier. Ce que je trouve intéressant, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un dispositif de santé. Tu me corriges, Jessica, si je dis des bêtises, mais c'est un dispositif de santé, de bien-être, qui va nous permettre d'améliorer l'assimilation de l'oxygène atmosphérique et donc qui va améliorer l'oxygénation de nos cellules, de toutes nos cellules. Et donc, des cellules bien oxygénées, forcément, elles fonctionnent mieux. Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvaise oxygénation à cause du stress, de la pollution, de tous les problèmes de santé, etc. Et donc, quand ça fonctionne mieux, on est plus concentré, on se concentre mieux, on a tendance à être plus résistant au stress et surtout aussi, ça va contrecarrer les effets potentiellement négatifs du stress en augmentant par exemple les capacités antioxydantes de l'organisme. Donc ça, c'est très intéressant. Donc il suffit de respirer pendant quelques minutes
Cette étude-là que j'ai affichée est intéressante parce qu'elle montre qu'après 3 séances hebdomadaires sur 2 mois, le bol d'air jacquier va agir notamment sur l'humeur et sur l'anxiété. On voit que ça réduit la tension, l'anxiété, la dépression. Voilà, ça augmente la vigueur, l'énergie, ça diminue la confusion et ça augmente même le bonheur. Donc, c'est un outil qui est effectivement très intéressant pour augmenter notre bien-être au quotidien. C'est ça, ce qu'on parlait tout à l'heure de la respiration qui était essentielle pour se sentir bien. Après, on peut avoir une très bonne respiration, mais c'est pas pour ça que forcément on est bien oxygéné. Ouais. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, la pollution, le stress, etc. Et donc d'installer ce bol d'air dans sa routine, ça nous aide. Et effectivement, les premiers retours qu'on a, même parfois sur une seule séance de nos clients, c'est « Ah, je me sens bien, je suis détendue ». Oui, c'est vrai. Et donc, moi, j'ai un bol d'air qui est juste là. Je ne vous le montre pas parce que sinon, je vais tout dérégler. Mais qui est juste sur mon bureau parce qu'effectivement, plus c'est facile d'accès, mieux c'est. Mais il existe quand même plus de 500 centres agréés en France dans lesquels vous pouvez aller faire des bols d'air aussi. Moi, ce que je fais avec le bol d'air, j'essaie de l'utiliser 1 à 3 fois par jour. Alors, il y a des moments où je ne le fais pas, évidemment, pendant les vacances, etc. Et ce que je fais, c'est que j'utilise aussi de la visualisation. J'en fais un vrai moment de bien-être. Et donc, ce que je fais, j'imagine quand j'inspire, que j'inspire la sérénité ou la régénération, enfin, ce que j'ai envie d'avoir ce jour-là. Et j'expire ce que j'ai envie d'offrir au monde. Donc, j'expire, par exemple, j'inspire la sérénité, j'expire l'amour, la bienveillance. Et alors après ça, je peux vous dire qu'entre les bienfaits du bol d'air et de la visualisation, c'est assez extraordinaire après chaque séance. Et moi, ce que j'ai pu constater, je l'utilise maintenant depuis plusieurs semaines, c'est vraiment notamment une amélioration de la qualité de mon sommeil qui est assez extraordinaire. Et on parlera après de l'importance du sommeil sur notre humeur, mais on sait bien que c'est difficile d'être en joie quand on est très mal dormi. Donc ça fait partie aussi des effets indirects du bol d'air sur notre bien-être. On passe à la suite? Ou il y a d'autres questions? Non, on peut passer à la suite. Super. Ok. Alors, prochaine étape, 4e étape, c'est la transformation. Une fois qu'on a expérimenté, on se connaît, on sait ce qui nous fait du bien, on essaie de faire plus de place à ce qui nous fait du bien, on a expérimenté des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on fait pour se transformer en profondeur? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous se transformer en profondeur. On peut transformer notre terrain émotionnel. Alors, comment on fait? Première chose, on va faire pétiller chaque journée. J'aime vraiment cette idée que chaque journée compte. Finalement, notre vie, c'est quoi? Notre vie, c'est une somme de journées. Donc, on ne peut pas se dire je serai heureux ou je serai joyeux quand je serai à la retraite ou quand je serai en vacances uniquement. Ça ne marche pas. C'est maintenant. C'est chaque journée qui est importante. Alors, ce n'est pas forcément facile quand on est pris dans le quotidien, mais c'est une réflexion à avoir de comment est-ce que je fais pour devenir collectionneur de petits moments de bonheur. Et à nouveau, vraiment, souvent, ça relève d'une stratégie. Donc, à prendre un tout petit peu de temps pour y réfléchir, c'est une bonne idée. Et ça peut être aussi simple que, comme ce que je vous disais, de créer ma playlist joie et de la mettre tous les matins. Essayez déjà, ça va changer vos matinées. Où je prends ces petits temps pour le bol d'air, la respiration, des petits rituels dans mon quotidien. Je vais collectionner ces moments réussis. Ensuite, ce qui peut aider beaucoup aussi, c'est d'anticiper. C'est d'avoir ce que j'appelle un réservoir positif. C'est un petit peu comme votre frigo. Si dans votre frigo, il n'y a rien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher dans votre placard le paquet de chips, éventuellement une conserve ou peut-être vos frites surgelées. Enfin voilà, ça risque d'être un repas pas super sympa et pas super sain. C'est un peu pareil avec nos émotions. Le soir, en fait, on a quand même du temps pour la plupart d'entre nous, mais on ne l'utilise pas forcément bien. Ce qui peut être utile, c'est de vous constituer votre réservoir positif avec des livres que vous avez envie de lire, des films que vous avez envie de voir, des restaurants que vous avez envie de tester. Moi, c'est tout simplement une liste sur mon téléphone qui s'appelle Réservoir positif. Et dès qu'on me parle de quelque chose d'enthousiasmant, je le note sur ma liste et j'ai toujours une idée d'avance. Et j'essaye d'avoir toujours un bon bouquin sous la main, au moins, voire une pile, j'ai une pile d'ailleurs, des films que j'ai déjà identifiés qui sont accessibles facilement. Sinon, la facilité, c'est d'aller voir la série numéro 1 sur Netflix qui ne va pas forcément vous faire du bien parce que malheureusement,
c'est souvent les séries dramatiques et un peu plombantes qui ont le plus de succès. Allez savoir pourquoi. Donc, anticiper et puis on s'adapte. On s'adapte parce qu'on sait bien qu'on aimerait tous, enfin peut-être pas tous, mais voilà, peut-être que vous aimeriez faire 1 heure de yoga par jour et que c'est compliqué, mais déjà faites 5 minutes. Faites 5 ou 10 minutes de yoga le matin, mettez votre tapis à côté de votre lit, levez-vous 5 minutes plus tôt et c'est déjà super bien. Donc, on s'adapte aux contraintes. Le plus important, moi je dis toujours, finalement, 1 vaut mieux que 0. Un petit peu vaut mieux que pas du tout. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que vous allez faire, si vous voulez vraiment vous transformer, c'est de changer votre lifestyle, votre hygiène de vie. Et pour ça, il y a ces piliers que j'ai mis ici. Le premier pilier, c'est l'activité physique. Si je dois vous donner peut-être un chiffre qui est vraiment intéressant, une étude a montré que si on fait 3 fois 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, donc 3 fois 30 minutes par exemple de jogging ou de marche rapide par semaine, on a les mêmes effets au bout de quelques semaines, enfin plutôt 2 à 4 mois, que les antidépresseurs et les anxiolytiques les plus puissants. Et en plus, on a moins de rechutes. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, ça, c'est un outil qui est tout simple. Moi, j'ai un médecin généraliste qui est assez extraordinaire et il me dit quand les gens viennent me voir en me disant qu'ils sont stressés ou qu'ils sont anxieux ou déprimés, je prends une ordonnance et je leur écris une paire de baskets. Voilà. Et je trouve ça génial parce que la tentation, ce serait plutôt de prescrire des anxiolytiques ou des antidépresseurs immédiatement. Mais voilà, je ne dis pas que les médicaments, dans certains cas, sont évidemment essentiels, mais on peut essayer et dans un très grand nombre de cas, ça va améliorer énormément notre humeur, notre bien-être, notre niveau de stress, etc. L'alimentation, c'est en soi tout un vaste sujet, mais déjà, on peut faire attention à ne pas manquer d'oméga 3, parce que beaucoup de personnes manquent d'oméga 3 et de magnésium. Souvent, on a besoin d'être complémenté. Et essayer de préserver notre microbiote intestinal. Alors, ce n'est pas forcément facile à faire, mais un des conseils, c'est déjà de mettre de la variété. Amusez-vous à compter le nombre d'aliments d'origine végétale différents que vous prenez chaque semaine. Normalement, vous devriez arriver à 30 aliments, y compris les herbes, les épices, les graines, etc. Donc, amusez-vous, vous voyez, sinon, vous essayez d'augmenter la variété. On a parlé de l'importance de la respiration et de l'oxygénation qui vont indirectement, plus ou moins directement, impacter énormément notre bien-être aussi, et donc notre humeur. Et un autre point qui est très important, c'est d'essayer de devenir le roi ou la reine des frontières. Les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle, plus cette frontière est brouillée, plus on va ramener du travail à la maison où on a tendance à tout mélanger, et plus notre énergie, notre humeur, notre bien-être vont diminuer. Donc ça, c'est vraiment un point très important qui fait partie du lifestyle positif et préventif. Dernier point, améliorer votre hygiène émotionnelle. Les émotions négatives, elles ne vont pas disparaître et ce n'est pas du tout le but. Par contre, apprendre à les gérer, c'est vraiment important. En fait, on aurait tous dû apprendre ça à l'école, mais malheureusement, on ne l'a pas forcément appris. 3 points clés pour travailler ça. Première chose, vous allez apprendre à identifier et nommer vos émotions. Ça a l'air bête comme ça, mais souvent, on se dit « Ah, là, je me sens en colère » ou déjà, on ne met pas de mots dessus. Donc, dès que vous avez une émotion négative là, qui a l'air un petit peu tenace ou un peu trop intense, essayez de mettre un mot dessus. Vous pouvez essayer d'avoir ce genre de liste là, un peu toujours sous la main. Ce n'est pas pareil d'être énervé, d'être exaspéré, d'être furieux. Déjà, il y a des degrés, il y a des niveaux, il y a beaucoup de subtilité dans le vocabulaire émotionnel. Donc, amusez-vous quand vous avez une émotion à essayer de vous dire là, c'est ça que je ressens spécifiquement. C'est déjà une première bonne étape pour mieux gérer vos émotions. La deuxième chose, c'est d'essayer de comprendre et d'agir. Comprendre, c'est simplement savoir que derrière chaque émotion négative, il y a un besoin non satisfait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous êtes en colère, peut-être que vous êtes en colère parce que vous avez un manque de reconnaissance. Vous avez besoin de reconnaissance et ce besoin n'est pas satisfait. C'est pour ça que vous êtes en colère. Comprendre le besoin non satisfait, ça va aussi vous amener sur le chemin de la libération émotionnelle parce qu'ensuite, vous allez pouvoir agir. Par exemple, vous manquez de reconnaissance, vous allez peut-être aller voir votre boss et dire « Écoute, voilà ce qui s'est passé. » Là, on peut utiliser la communication non violente, enfin, essayer de dire les choses le mieux possible. Mais voilà, ça fait des mois que je travaille
énormément, que j'ai des bons résultats, etc., je n'ai pas eu de marque de reconnaissance et je sens que ça me manque. J'ai vraiment besoin de ça pour me sentir bien, motivée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Discutons-en. Voilà, essayez d'agir quand vous pouvez agir. Et puis la troisième étape, ça va être de réguler et d'exprimer les émotions. Et pour ça, j'ai un petit schéma que j'avais fait qui peut aider. Il y a 5 grandes stratégies. Ça, c'est ça qu'on devrait apprendre à l'école. Hein. Ces 5 stratégies pour réguler le stress et les émotions négatives. Donc, je vais vous les faire brièvement. La première, on en parlait tout à l'heure, résoudre le problème. Parfois, il suffit de résoudre un problème et l'émotion, elle s'en va. Donc, parfois, il faut demander de l'aide. N'hésitez pas à le faire. Mais en tout cas, résoudre le problème quand c'est possible, c'est une stratégie souvent très intéressante. Parfois, ce n'est pas toujours possible. D'autres stratégies, la distraction. Ça, c'est très intéressant. Si vous êtes en train, vous rentrez chez vous, mais vous êtes en train de mouliner, vous êtes toujours sur le même sujet de tiens, ce mail désagréable que j'ai reçu ou cette interaction désagréable, votre esprit, là, il a besoin de se réorienter. Votre attention a besoin d'être réorientée vers quelque chose d'autre. Donc, vous pouvez penser à des choses positives, regarder un film, voir des amis, je ne sais pas, jardiner, cuisiner, toute tâche qui va prendre votre attention. Autre chose que vous pouvez faire, c'est, on en a parlé aussi, d'étendre votre corps à travers la respiration, le bol d'air, une séance de yoga, une sieste. Vous allez passer par le corps. La musique, tout ça, ça passe par le corps. On n'a pas besoin de mentaliser ce qui se passe. Autre stratégie très importante, exprimer ses émotions. On dit souvent que si on n'exprime pas ses émotions, elles s'impriment en nous. Et c'est vraiment très juste. Des études ont montré que les personnes qui répriment le plus leurs émotions ont beaucoup plus de maladies graves, notamment cancer, etc., que les autres. Donc, c'est un vrai sujet d'exprimer nos émotions. Il y a plein de façons de le faire. On peut les exprimer, on peut boxer ses émotions, on peut crier dans un coussin ou faire, si vous ne voulez pas crier dans notre société, c'est mal vu quand on est adulte, mais on peut tout simplement le faire dans un coussin ou juste faire le mouvement. On n'a pas besoin de faire le son, mais simplement le mouvement et l'expiration qui va nous permettre d'exprimer, de sortir quelque chose. Mettez simplement cette idée cette intention d'exprimer l'émotion. On peut parler, exprimer avec un ami, un conjoint, etc. Attention à ce que ça ne prenne pas toute la place quand même, mais d'avoir des temps comme ça, un peu sas de décompression où vous pouvez parler de ce qui vous pose problème, c'est vraiment important. L'écriture peut être utile aussi, d'avoir un petit cahier à nouveau. Ce n'est pas le cahier de gratitude cette fois, c'est un cahier plus d'écriture expressive. Et là, vous laissez votre main parler, vous laissez tout ce qui a besoin de sortir. On peut aussi danser ses émotions. Enfin, il y a vraiment plein de façons de le faire. Et puis, une autre stratégie, la 5e, qui est notamment très adaptée quand on ne peut pas changer la situation ou quand on a besoin de trouver une autre stratégie, c'est changer notre perception. Parce que finalement, si on ne peut pas changer la situation, changeons notre perception. Et là, c'est simplement prendre du recul, se dire est-ce que c'est si grave? Il y a des petites phrases. En gros, on parle à notre mental et on lui pose des questions. Est-ce que c'est si grave? Est-ce que vraiment on s'en souviendra dans 5 ans ou dans 50 ans? Souvent, la réponse est non. Hein. Quelle importance ça aura dans 5 ans, dans 50 ans? Cette phrase, moi, elle m'aide beaucoup à relativiser. Autre phrase et autre petite astuce, moi, qui m'aide énormément quand il arrive quelque chose de vraiment difficile ou douloureux, c'est de se dire quels sont les points positifs. Quel est le cadeau caché dans cette situation? Et ce qui est assez fou, c'est que toutes les personnes qui traversent des épreuves, même les plus difficiles, que ce soit une maladie, un deuil, etc., quand vous les interrogez après et que vous leur demandez est-ce qu'il y avait un cadeau caché, est-ce que ça vous en avait tiré quelque chose de positif, elles disent toujours oui. Donc, si on part du principe, dès qu'il nous arrive quelque chose qui nous semble mauvais, de se poser cette question, quel pourrait être le cadeau caché finalement? En quoi ça va me permettre peut-être d'atteindre un objectif encore plus grand, quelque chose de mieux ou de devenir une meilleure version de moi-même? Eh bien, vous verrez que c'est extrêmement puissant déjà pour mieux vivre la situation, mais surtout pour la transformer et en faire quelque chose de vraiment positif. Et puis aussi, évidemment, apprendre à accepter. Tout simplement, accepter, ça ne veut pas dire ok, c'est pas grave, je fais plus rien, mais parfois juste c'est ok, c'est comme ça, j'accepte ce qui est. J'ai aussi confiance en ce qui sera, mais j'accepte aujourd'hui ce qui est.
Donc ça, c'est des stratégies vraiment qui sont essentielles et que je vous invite à utiliser, à apprendre à développer au quotidien. Je ne sais pas s'il y a une question avant de passer à la… Par rapport à tes 5 stratégies, justement, Sarah, Ouais. est-ce qu'on doit toutes les utiliser? Est-ce qu'on peut se dire, bah, à cet instant T, je me concentre sur l'expression de ses émotions, par exemple? Comment on peut exploiter ça? Oui, alors déjà, ce qui est intéressant, on sait que les personnes qui gèrent le mieux leur stress et leurs émotions négatives, ils savent manier toutes ces stratégies. Donc, si vous êtes uniquement sur, par exemple, vous misez uniquement sur le yoga pour vous détendre et pour gérer vos émotions, ça va probablement pas suffire. C'est très bien le yoga et c'est très bien de maîtriser certaines stratégies, mais sachez que vous avez tout intérêt à maîtriser ces 5 stratégies. On n'a pas besoin de les utiliser toutes à chaque fois. Parfois, peut-être que juste détendre le corps, ça va suffire. Mais sachez les combiner si nécessaire. Voilà, vous êtes allé à votre cours de yoga, bah, vous n'êtes toujours pas détendu. OK. Bon, alors on essaie de passer à une autre stratégie. Peut-être qu'on va, on va essayer de s'exprimer, peut-être se distraire, essayer de voir les choses différemment. Enfin, voilà, les combiner. C'est tout un art. Hein. Il n'y a pas de tiens, pour telle situation, j'utilise telle chose forcément. Ça s'apprend, ça se pratique. Et après, vous allez vous connaître et vous allez savoir aussi peut-être ce qui marche le mieux avec vous. Mais vraiment, n'hésitez pas à combiner parce que parfois, bah, il faut ce qu'il faut. Ok, super. Juste une dernière question. Tout à l'heure, tu parlais de transformer en profondeur le terrain émotionnel. Ouais. Et tu as abordé le sommeil. Du coup, donc, on a Frico qui nous demande si tu pouvais préciser en fait comment adopter un lifestyle positif par rapport au sommeil. Oui, alors le sommeil, c'est un vrai sujet alors, qui mériterait un webinaire entier parce que c'est un vrai sujet. Ouais. Il y a un livre que je peux vous recommander qui s'appelle « Pourquoi nous dormons » d'un expert américain, je crois que c'est Matthew Walker. En tout cas, « Pourquoi nous dormons » qui est vraiment très intéressant sur le sujet. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour améliorer notre sommeil. Moi, je vais vous donner, parce que j'ai beaucoup d'expérience là-dessus, donc en 2 minutes peut-être, si je devais vous donner 5 conseils prioritaires, je dirais que le premier, déjà le sommeil, ça se travaille tout au long de la journée. Si le stress s'accumule tout au long de la journée, on arrive le soir avec une énorme quantité de stress et c'est compliqué. Donc, essayez de réguler au fur et à mesure le stress. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les études montrent que l'exposition à la lumière du jour est essentielle. Donc, essayez d'avoir, moi, ça a beaucoup amélioré aussi mon sommeil à partir du moment où j'ai pris 20 minutes avant midi tous les jours pour aller dehors. Donc, en allant au travail, voilà. Si vous êtes juste dans votre voiture ou dans le métro, vous avez voilà, essayez d'avoir 20 minutes à la lumière du jour avant midi. Ça va énormément jouer. L'activité physique va aussi beaucoup aider parce que le corps, il faut qu'il soit fatigué. Donc ça, c'est important. L'environnement de sommeil dans la chambre, que ce soit vraiment la chambre pour dormir et pour les relations sexuelles, mais pas autre chose, pas de travail, pas… Voilà, bah oui, c'est vrai. Si on dit que pour dormir, alors les gens disent « Ah mince alors ». C'est limitant. Mais pas de téléphone, que ce soit un sanctuaire vraiment, votre chambre. Température entre 18 et 19 degrés, idéalement pas plus. Voilà, la bonne literie, pas d'éclairage du tout, sinon vous mettez un masque, des bouquets, si besoin, voilà, et ça doit être l'obscurité totale la nuit. Et puis le dernier conseil, c'est le rituel du soir. Votre cerveau, il a besoin d'avoir une répétition. Non, j'ai un dernier conseil après d'ailleurs, un rituel du soir et tous les jours, allez vous coucher à la même heure, levez-vous à la même heure, même le week-end. Et ça, vous allez voir que ça va complètement changer votre vision votre sommeil globalement. Et allez dormir quand vous commencez à bâiller, ça veut dire que vous avez un train du sommeil qui va passer dans les 15-20 minutes. Donc, si vous le ratez, vous le ratez. C'est comme le train. Après, c'est 1h30 plus tard. Bon, voilà, je vous ai donné en très accéléré ces conseils-là. Le bol d'air aussi. Et le bol d'air aussi, a un impact par rapport au sommeil. On a de très bons résultats là-dessus. Ouais. Après, tout dépend de chaque personne par rapport au moment de la séance. On a des personnes qui vont plutôt faire ça vers 17h, d'autres qui vont faire ça juste avant d'aller se coucher. C'est vraiment un ressenti qui est propre à chacun. Ouais. Si vraiment c'est trop proche du sommeil, pour certaines personnes, ça va les exciter. À l'inverse, d'autres, ça va les endormir. Mais on aura forcément une action bénéfique puisque notre cerveau est le plus gros consommateur d'oxygène. Et du coup, le fait de lui apporter cet oxygène en quantité suffisante, il va tout de suite pouvoir mieux fonctionner et ça aura un impact, surtout pour des personnes qui ont tendance à cogiter la nuit, par exemple.
Absolument, absolument. Mais c'est vrai que le sommeil, ça mérite, quand on a des problèmes de sommeil, de s'y intéresser, de mettre en place une vraie stratégie. Il y a aussi l'huile essentielle. Moi, j'utilise l'huile essentielle de lavande vraie quand je sens que j'arrive le soir et que je suis quand même un peu tendue. Un peu d'huile végétale, 3 gouttes de lavande vraie, je respire. Et c'est voilà, et ça on a un effet très rapide. Il y a des plantes aussi comme l'ashwagandha. Enfin, il y a plein de choses qui sont très intéressantes à utiliser, mais il y a des stratégies. Donc, restez pas avec un sommeil qui est mauvais. Mettez en place des stratégies, vous allez y arriver. Mais c'est une thématique effectivement qu'on va se mettre de côté, peut-être pour 2024. Ouais. C'est une vraie thématique, effectivement. Alors, on arrive au bout, mais je prends quelques minutes pour terminer, pour ceux qui peuvent rester avec nous. Donc, sur cette dernière étape, qui est cette étape de contagion positive, parce que peut-être que vous avez envie de diffuser la joie autour de vous. Donc déjà, ça commence par soi. C'est un peu comme le masque à oxygène dans l'avion. D'abord, placez-le sur vous. Essayez de cultiver vos émotions positives. On ne peut pas partager ce que l'on n'a pas. Donc, travaillez déjà avec toutes les étapes précédentes. Et puis, il y a 1001 façons de diffuser du positif. Le matin, déjà, de se dire aujourd'hui, je vais diffuser du positif, je vais être sereine ou je vais être dans la joie. Sourire sans vous retenir. Prononcer ce que j'appelle les mots magiques, que ce soit bonjour, merci, au revoir, de façon vraiment intentionnelle, en vous reconnectant à ce que ça veut vraiment dire. Exprimer verbalement vos émotions positives. Souvent, on a perdu l'habitude de le faire. Les enfants le font beaucoup, mais nous, voilà. Donc, vous pouvez faire une petite danse de la joie, vous pouvez faire les bras en V. Tout ça, ça va vous déjà augmenter vos émotions positives, les amplifier, et puis ça va permettre de les partager. Regardez les footballeurs qui expriment leur joie et à quel point ça se diffuse. C'est extrêmement contagieux. Célébrez vos petites, vos grandes victoires, que ce soit les vôtres, que ce soit celles des autres, que ce soit des victoires collectives ou individuelles. Célébrez. Sinon, on est toujours dans oui, mais dans l'étape d'après, etc. On ne prend souvent pas le temps de célébrer. Réjouissez-vous pour les autres. Ça, c'est vraiment une des clés des relations épanouies. C'est finalement plus la façon dont vous allez réagir aux bonnes nouvelles des autres que la façon dont vous allez réagir aux mauvaises nouvelles, qui est importante pour vos relations. Et puis donner. Chaque jour, on peut donner quelque chose, que ce soit un conseil, un feedback, un sourire, de l'écoute, un petit cadeau symbolique, un petit mot. Il y a toujours des façons de donner quelque chose. Et j'aime cette idée aussi d'essayer d'être un atout positif pour les autres. Pas tout le temps, parce qu'il y a des jours où on ne peut pas être un atout positif, mais j'ai mis une photo de Thomas Pesquet parce que c'était son rôle dans la Station spatiale internationale, c'était d'être l'ambianceur émotionnel. Et donc, c'était d'apporter des émotions positives. Et moi, ce que j'essaye de faire et ce que je vous recommande, si ça vous appelle, si ça vous plaît comme proposition, c'est d'essayer, avant d'entrer en contact avec les autres, déjà d'évacuer les émotions positives s'il y en a, de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux autres et d'essayer de le faire avec les moyens qui sont les vôtres. Certains ont l'humour, certains ont la jovialité, le fait de faire de partager une bonne nouvelle, de faire un compliment, de mettre une musique positive. Voilà, utilisez ce qui vous parle et observez ce qui se passe. Observez l'humeur, les comportements, la créativité, les relations. Vous allez voir que tout va évoluer de façon très positive. Donc, chaque jour, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que chaque jour, on peut envoyer des bulles positives. Chaque jour aussi, on en reçoit. Parfois, on n'est pas conscient qu'on en reçoit. Donc, quand vous recevez des bulles positives, des merci, des bravos, des paroles gentilles, prenez le temps de les absorber, de les retenir, parce que, évidemment, c'est aussi très bénéfique. Donc, on envoie, on reçoit, toujours avec conscience, intention et sincérité. Donc, je vous invite à vous poser la question, peut-être à partager si vous avez envie dans le chat. Comment vous vous sentez là, après cette heure qu'on a passée ensemble? Est-ce que vous avez une prise de conscience, quelque chose que vous retenez particulièrement, quelque chose qui vous a touché, qui vous a marqué? Et surtout, quel est le PPPP, le plus petit pas possible que vous pourriez mettre en place dans les prochains jours pour mettre plus de joie et plus d'émotions positives dans votre quotidien? Voilà, je vous invite à, si le cœur vous en dit, à partager, mais surtout à le faire pour vous, parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir effectivement plus de joie, et c'est souvent des toutes petites choses. J'ai un petit cadeau pour vous pour terminer aussi. C'est la première partie de mon livre, I Feel Good, que je vous offre si vous avez envie de le découvrir.
Il faut simplement aller sur ce lien. Voilà, sarahallard.com/cadeau. Et vous pouvez aussi me suivre si vous voulez sur les réseaux sociaux. Je partage les dernières données scientifiques, des rituels. En ce moment, je fais un défi de la gentillesse. Voilà, c'est tout à fait dans le thème, avec un acte de gentillesse par jour sur LinkedIn et sur Instagram. Donc, n'hésitez pas. Je serai ravie d'avoir de vos nouvelles. Et je vous ai préparé, comme vous aurez la présentation, des petites ressources que je vous montre très rapidement. L'interview positive que vous pourrez faire seul ou en groupe ou en équipe. Enfin voilà, c'est un exercice très intéressant pour se découvrir sur le plan des émotions positives. Ma petite playlist joie, voilà, c'est la mienne, mais peut-être que certains des morceaux vous plairont aussi et que vous aurez envie de les mettre en place, parce que c'est tellement puissant la musique. Une petite sélection de films aussi, vous les avez peut-être déjà vus ou pas, mais voilà, il y en a plein d'autres, mais c'est déjà une petite sélection. 2 livres sur la respiration, l'oxygénation, Respirer la santé, grâce au bol d'air Jacquet et l'incroyable pouvoir du souffle. Et puis voilà, je crois qu'on arrive au bout. On a un petit peu débordé, mais je vous remercie beaucoup. Je vais aller voir un petit peu. Voilà, je vais voir les petits messages. Merci beaucoup pour vos messages que je vais regarder avec attention. Merci beaucoup pour vos partages. Et puis, je suis encore disponible quelques minutes si vous avez envie si vous avez des questions. Eh bien, merci à toi, Sarah, en tout cas, de nous avoir transmis toutes ces informations et ta bonne humeur. C'était un bon moment de plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, on se retrouvera en 2024 pour une nouvelle série de webinaires. Pour tous ceux qui sont motivés pour remettre en route leur bol d'air, n'hésitez pas, on est disponible, que ce soit par mail sur contact@olis.com ou par téléphone. On vous apporte tous les conseils personnalisés dont vous avez besoin, donc, par rapport à votre utilisation, votre pathologie, etc. On est à votre écoute. N'hésitez pas aussi donc, à acheter le livre de Sarah, Sunday, Monday, Happy Day, qui est une vraie pépite. Et puis, on aurait pu finir en musique, c'est vrai, on n'y a pas pensé. On va finir avec une danse de la joie. C'est ça, on peut tous faire une petite danse de la joie derrière nos ordinateurs, ça fait du bien. Ça coûte rien. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.